La Grande École vous présente Le droit des contrats par Frédéric Lévesque. Cours 3. L'intégrité du consentement. Bonjour tout le monde et bienvenue à notre troisième séance sur le droit des contrats. Donc, nous poursuivons dans les conditions de formation du contrat. Nous avons vu les conditions de forme, nous avons vu la capacité et nous avons vu l'existence du consentement. Maintenant, nous sommes rendus à parler de l'intégrité du consentement. Parce qu'une personne peut être apte, peut avoir la capacité pour s'engager, mais encore faut-il que son consentement soit libre et éclairé. Donc, si son consentement n'est pas libre et éclairé, on va dire qu'elle a eu un vice de consentement. Il existe 4 grands vices de consentement prévus par les législateurs civilistes. C'est l'erreur, le dol, la crainte et la lésion. Vous devez savoir que les vices de consentement prévus par le législateur sont relativement restreints afin d'assurer, bien sûr, la sécurité du commerce juridique. Donc, nous débutons immédiatement par l'erreur. Qu'est-ce que l'erreur? C'est une fausse représentation que se fait une personne de la réalité contractuelle dans laquelle elle s'est engagée. Donc, vous devez savoir immédiatement que le sens juridique du mot « erreur » est beaucoup plus restreint que son sens commun. Donc, ce n'est pas toutes les erreurs au sens commun qu'on va pouvoir invoquer devant un tribunal pour faire annuler un contrat. Donc, on se rappelle qu'on est dans les conditions de formation du contrat et si on réussit à démontrer une erreur juridique, on va pouvoir faire annuler notre contrat. Donc, quels sont les types d'erreurs qui peuvent être invoquées devant un tribunal? La première erreur, c'est ce qu'on appelle l'erreur sur la nature du contrat. Donc, on n'a pas signé le contrat qu'on pensait signer. Donc, on pensait prêter son bien, mais en fait, on l'a vendu. Donc, voyez-vous, une erreur sur la nature du contrat. Grand exemple classique du droit québécois, une décision de la Cour suprême du Canada, une personne pensait signer une lettre de recommandation pour une personne. Eh bien non, elle avait signé un acte de cautionnement. Elle avait cautionné une personne. Donc, vous voyez qu'il y a une très grosse différence entre un contrat de recommandation et un contrat de cautionnement. Cela dit, l'erreur de droit, elle est possible. Donc, on dit toujours que nul n'est censé ignorer la loi. Si vous faites arrêter par un policier, vous ne pouvez pas dire « mais je ne le savais pas que je n'avais pas le droit de rouler à cette vitesse-là ». Mais en droit des contrats, pour l'erreur sur la nature du contrat, ça va être possible de plaider l'erreur de droit. Le plus souvent, dans les gros contrats complexes, les fonds de pension, les rentes viagères à vie, les gros contrats d'assurance-vie, si vous n'avez pas compris quelque chose, vous n'avez pas compris la nature du contrat que vous signez, ça va être possible de pouvoir l'invoquer devant un tribunal pour faire annuler le contrat. Le deuxième type d'erreur que l'on peut soulever, c'est l'erreur portant sur l'objet de la prestation, ce que anciennement on appelait l'erreur sur la substance. Donc, c'est simple, c'est l'erreur sur le bien qu'on va acheter, par exemple. Donc, c'est le cas classique des tableaux qui se révèlent être des faux. Donc, on était certain qu'on achetait des vrais tableaux et finalement, on achète des faux tableaux. Eh bien, il y a une erreur sur l'objet du contrat, il y a une erreur sur la substance du contrat. Un autre exemple aussi qui s'est déjà présenté, une personne était certaine qu'elle louait le rez-de-chaussée d'un immeuble. C'était une personne âgée qui ne voulait pas avoir d'escalier à monter, mais en fait, elle louait le 3e étage. Donc, pour elle, c'est vraiment une erreur sur la substance. Par contre, bien important,
il ne peut pas s'agir d'une erreur d'appréciation économique, donc une erreur sur la valeur du bien. Vous étiez certain que ce bien-là valait 10 000 $, vous le payez 8 000 $, vous êtes content, et au final, le bien valait 2 000 $, donc vous ne pouvez pas soulever ça comme erreur sur la substance. Donc, pourquoi? Parce que cela reviendrait à invoquer indirectement la lésion, ce qui n'est pas permis d'une façon générale dans les traditions de juridiction civiliste. Nous voyons ça un petit peu plus tard au cours de cette séance. Ensuite, troisième erreur qui est possible d'invoquer, c'est l'erreur portant sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement. C'est ce qu'on appelait aussi autrefois l'erreur sur la considération principale. Donc, le meilleur exemple, vous achetez un chalet pour aller à la pêche, et finalement, tous les lacs dans les environs de votre chalet n'ont pas de poissons. Donc, c'est vraiment une erreur sur un élément essentiel. Vous achetez un chalet pour aller à la pêche. Donc, ce type d'erreur-là va pouvoir être sanctionné. Ou encore, exemple classique, la personne qui a eu des problèmes là, de bruit dans ses anciens appartements, elle s'achète un condo de luxe, qu'elle est certaine que c'est bien insonorisé, et finalement, ce n'est pas un condo bien insonorisé. Donc, pour elle, c'était vraiment un élément essentiel qui avait déterminé le consentement. Donc, elle va pouvoir demander l'annulation de ce contrat. Cela dit, quelles sont les limites à ces notions d'erreur? Il y a la notion d'erreur inexcusable. La personne qui commet une erreur inexcusable ne pourra pas demander l'annulation du contrat. Cela dit, il ne faut pas être trop sévère tout de même, là, parce que c'est certain que, en principe, toute erreur aurait pu être évitée si la personne elle avait été 100% diligente. Donc, ce qu'on vise ici, c'est vraiment une erreur qui est grave, une erreur grossière. Donc, les législateurs utilisent différents qualificatifs. L'exemple classique, c'est une personne qui signe un contrat sans le lire. Donc, cette personne-là va avoir commis une erreur inexcusable. Ou encore un homme d'affaires qui achète un commerce et qui ne demande même pas à regarder les états financiers du commerce avant de l'acheter et qui se rend compte après que c'est un commerce déficitaire. Donc, ça va être qualifié d'erreur inexcusable, d'erreur grave, et on ne pourra pas demander la nullité du contrat qu'on avait signé. Je vous dirais que plus une personne est scolarisée, plus elle possède une expertise dans un domaine, plus son erreur pourra être qualifiée d'inexcusable. Donc, l'erreur inexcusable, je ne dirais pas que c'est réservé aux professionnels, ou en fait, c'est les gens, vraiment le simple citoyen qui va pouvoir uniquement ne pas être accusé d'avoir fait une erreur inexcusable, mais plus on est un expert, plus on est instruit, plus ça va être difficile de soulever une erreur. D'ailleurs, je vous dirais que d'une façon générale, le champ d'application des trois types d'erreurs qu'on a énumérés, c'est le plus souvent restreint aux gens peu scolarisés, aux non-initiés aux affaires ou encore, par contre, aux cas de contrats très, très, très complexes. Et enfin, je vous dirais que la preuve de l'erreur va être très difficile aussi. Ça va être à la victime de prouver qu'elle a commis une erreur et elle va devoir prouver que cette erreur, elle a été déterminante dans son consentement. Alors, j'achète une maison, j'étais certain que c'est un plancher en érable et finalement, c'est un plancher en chêne. Donc là, je devrais être content parce que le chêne vaut plus cher que l'érable. Prenons l'inverse. J'étais certain d'avoir un plancher de chêne, j'ai un plancher d'érable. Ça va être un élément, somme toute, peut-être secondaire. Ça se peut que pour moi, c'était vraiment déterminant. Je voulais un plancher de chêne. Mais je vais devoir démontrer au juge que pour moi, c'était déterminant d'avoir un plancher de chêne et que j'ai acheté cette maison parce que c'est un plancher de chêne. Donc, ça va être assez difficile à démontrer. Ceci, donc, complète ce que je voulais vous dire sur l'erreur, qu'on va très souvent appeler l'erreur simple. Pourquoi qu'on va l'appeler l'erreur simple? C'est pour faire la distinction, marquer la distinction avec le dol, qu'on appelle aussi l'erreur provoquée par le dol. Donc, qu'est-ce que le dol? Donc, le dol,
c'est un artifice destiné à induire un contractant en erreur. Donc, c'est donc une erreur, oui, mais qui a été provoquée de mauvaise foi dans l'esprit de l'autre partie. Donc, l'exemple classique, je vous vends ma maison, les fondations sont tous craquées, craquelées, et puis je camoufle tout ça, je fais un beau mur, je vous vends ma maison, tout est beau, et vous vous rendez compte un petit peu plus tard qu'il y a de l'eau qui entre dans votre maison, eh bien là, ça va être clairement un dol de ma part. Les éléments constitutifs du dol. Donc, le dol peut résulter de manœuvres actives, donc exactement comme dans mon exemple que je viens de vous donner du mur de la maison brisé qui a été camouflé. Un exemple classique, c'est de falsifier l'odomètre d'une voiture. Donc, on vend une voiture qui a un kilométrage très élevé et puis on fait réduire le kilométrage pour pouvoir vendre la voiture plus chère. Donc, c'est vraiment une manœuvre active. Ou encore, bon, cacher les déficits constants d'un commerce à un futur locataire, par exemple. C'est des choses qui sont des manœuvres actives. Par contre, le dol peut aussi être fait de manœuvres passives. Donc, on peut commettre un dol en ne disant pas certaines choses. Hein? Donc, par exemple, si on ne dit pas à son acheteur que l'auto a subi un grave accident ou on ne dit pas à l'acheteur que le toit est tout brisé, vous n'avez rien camouflé, là, vous n'avez rien fait de pas correct, mais vous ne le dites pas. Vous ne dites pas à votre acheteur que le toit est tout brisé, ou encore vous vendez une auto, un prototype, ou ce qu'il n'y a pas de pièces de rechange et vous ne le dites pas, eh bien, il s'agit d'un dol, hein, parce que c'est une manœuvre passive que vous faites qui, si l'acheteur l'avait su, eh bien, il n'aurait pas contracté avec vous, ou encore il n'aurait pas contracté à ce prix. Ce qui m'amène d'ailleurs à vous parler de la preuve du dol, donc doit être faite par la personne lésée, donc il doit prouver qu'elle a été induite en erreur de mauvaise foi. C'est important ici l'expression de mauvaise foi, hein, parce que si moi je vous vends quelque chose sans le savoir, et puis je ne savais pas que ce n'était pas correct, eh bien là on ne pourra pas m'accuser de dol, parce que c'est vraiment une manœuvre frauduleuse. Donc on doit prouver, la personne lésée doit prouver qu'elle a été induite en erreur, et la bonne foi se présume en droit civil. Hein? Et on doit aussi devoir prouver le caractère déterminant sur le consentement. Donc, on doit prouver que si on avait su la vérité, nous n'aurions pas acheté. Ça va être un dol qu'on va appeler un dol principal, mais le législateur nous rouvre la porte aussi au dol incident. On peut dire que j'aurais acheté, mais pas à ce prix-là. Donc, j'aurais acheté, mais pas à ce prix-là. Donc, si jamais je n'aurais pas acheté, le contrat sera annulé. Mais si, bien, j'aurais acheté, mais pas à ce prix-là, eh bien, on va pouvoir réduire, hein, le montant que l'on a payé. Donc, bien sûr, il faut démontrer là, le caractère déterminant sur le consentement, comme dans l'erreur tout à l'heure. Pour conclure sur le dol, il faut quand même faire attention. Il ne faut pas, bon, comme le dit l'expression, être plus catholique que le pape. On doit faire la distinction entre, bon, en droit civil, là, le droit civil provient beaucoup du droit romain. Hein? On a encore des expressions latines, beaucoup. Il faut faire la distinction entre ce qu'on appelle le dolus bonus et le dolus malus. Entre vraiment la manœuvre frauduleuse et qu'on dit souvent l'habileté d'un bon vendeur. Donc, ce n'est pas un dol, par exemple, de dire que je vends le meilleur café en ville. Ça se peut que le café du voisin soit un petit peu meilleur, mais ce n'est pas un dol. Hein? Je ne fais pas ça pour vous induire en erreur de mauvaise foi. C'est une expression commerciale. C'est comme si moi, je vends un cheval et je dis c'est le meilleur cheval de la région. C'est de la publicité, c'est des habiletés d'un vendeur. Il ne s'agit pas d'un dol. Par contre, si je dis que mon cheval n'a jamais perdu une course et qu'il a déjà perdu plusieurs courses, là, il s'agit d'un dol, parce que c'est vraiment un mensonge que je vous raconte.
Donc, il faut faire la distinction entre le meilleur café en ville et mes grains sont achetés dans les meilleurs pays producteurs de café et ils sont produits de façon équitable, alors que le café n'est pas produit de façon équitable. Ça va être vraiment un mensonge. Par contre, le début de ma phrase, comme que je dis mon café vient des meilleures régions du monde, ben, ça pourrait pratiquement être du dolus bonus. Cela complète donc ce que je voulais vous dire à propos du dol.